Il propose un grand plan de rénovation des écoles, la culture et le sport pour tous et un décloisonnement de Perpignan. On vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des grands entretiens dans le cadre des élections municipales. D'ici les scrutins des 15 et 22 mars prochains, on reçoit à la rédaction les candidats à la mairie de Perpignan. Aujourd'hui, Mathias Blanc, la tête de liste de Perpignan Autrement. À l'image de la concertation citoyenne dont il est issu, il veut mieux écouter les habitants sur plusieurs thèmes clés. Tout de suite, Mathias Blanc est l'invité de Made in Perpignan. Et avant ça, n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Mathias Blanc, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais tout d'abord rappeler votre parcours professionnel et politique. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais il y avait une erreur. Vous êtes d'accord ? Je suis d'accord, bien sûr. Ok. Donc, vous avez 42 ans, vous êtes père de 3 enfants, vous avez fait vos études de droit à Perpignan, vous exercez en tant qu'avocat au barreau des Pyrénées-Orientales. Politiquement, vous êtes membre du Parti socialiste et en 2020, vous étiez en 2e position sur la liste menée par Agnès Langevin à Perpignan. En 2021, vous vous présentez aux élections départementales et vous remportez le canton 6. 5. Mais patatras, le scrutin est annulé en raison d'une irrégularité. Et après une nouvelle élection en 2022, ce canton tombe finalement dans l'escarcelle du Rassemblement national. Mais revenons-en aux élections du 15 et 22 mars prochains. Fin 2024, vous êtes parmi les premiers signataires d'une tribune appelant, je cite, à sortir Perpignan de l'immobilisme. À l'époque, vous déclariez, après l'hiver, Perpignan a droit à son printemps. 1 an et demi plus tard, 3 listes se disputent le même espace politique. La vôtre, Perpignan Autrement, Plus fort pour Perpignan avec Agnès Langevin et Annabelle Brunet, et Changer d'air mené par l'insoumis Michael Hydrac. Sur les réseaux sociaux et par médias interposés, les militants affichent publiquement leur désaccord. Croyez-vous que ce soit la bonne méthode pour que la gauche gagne l'élection à Perpignan ? Si la première question que vous posez, Maïté Torres, c'est de savoir si aujourd'hui la situation elle est satisfaisante d'un point de vue union, la réponse est non. En décembre 2024, ce que l'on fait, et ça résulte d'un processus antérieur, c'est qu'on lance effectivement cet appel. Après un constat qui est simple, on se dit, il n'y a pas de figure qui se détache à gauche à Perpignan pour entraîner tout le monde derrière elle. Il n'y a pas un parti politique qui est capable non plus d'entraîner tout le monde derrière lui. Donc l'idée, c'est de se dire, il faut créer un entonnoir dans lequel tout le monde va se mettre et à la fin, il y a une candidature qui en sort. Donc c'est un peu l'idée qu'on a avec cet appel. Alors on n'a rien inventé, on n'est pas des génies, c'est un peu ce qu'a fait le printemps marseillais. L'idée, c'est de faire un appel pour que tout le monde se mette autour de la table. Cet appel, il ne peut pas partir d'un parti politique, il ne peut pas partir d'une personnalité, il y a le tous derrière moi, ça ne fonctionne pas. Donc on décide de faire un appel qui est posé au milieu de la table, dont chacun peut se saisir. Et finalement, il y a plein de gens qui se saisissent de cet appel, et il y en a qui décident de ne pas se saisir de cet appel. D'un côté, la France insoumise, dans une stratégie qui est nationale, et de l'autre, Agnès Langevin. Et on comprend, au final, que la candidature d'Agnès Langevin, finalement, elle répond à un scénario qui est un scénario qui est notamment celui voulu par Place Publique, c'est-à-dire que ce qui est décidé, c'est qu'à Perpignan, il y aura une candidate Place Publique qui s'appelle Agnès Langevin et qui est soutenue par le Parti socialiste. Et tout ce qui sort de ce scénario, finalement, doit être écarté. Et c'est pour ça qu'on comprend que Agnès Langevin refuse de rentrer dans l'entonnoir, parce qu'elle sait très bien qu'elle risque de ne pas en sortir, comme tous les autres. D'ailleurs, il y a une chance qu'elle n'en sorte pas tête de liste. On comprend aussi pourquoi Olivier Romero, qui est le référent Place Publique, que les militants ont décidé de suivre pour venir dans Perpignan Autrement, est écarté par le national. Et on comprend pourquoi le Parti socialiste, sous la pression également, n'est pas suivi, que les militants locaux ne sont pas suivis et que finalement l'investiture va sur Agnès Langevin. Je comprends tout ça, mais justement en comprenant tout ça, pourquoi maintenir Perpignan Autrement ? Puisque vous voyez que effectivement c'est téléguidé par le national, etc. Quelle est l'utilité de Perpignan Autrement ? Vous venez de le dire, Maïté, c'est téléguidé par le national. En fait, ce qu'on veut, nous, et je pense que c'est ce que les Perpignanais attendent maintenant, c'est-à-dire qu'en fait, nous, notre démarche, c'est une démarche qui est une démarche de terrain, d'accord, qui a été faite en transparence, en loyauté, qui a été publique. On a dit tout ce qu'on faisait, on a fait tout ce qu'on a dit, on a fait cet appel, on a fait une élection primaire, c'est-à-dire que moi, je me suis soumis
comme d'autres, à une primaire. Il y avait de la concurrence. Et donc, j'aurais très bien pu, moi, ne pas sortir de cette primaire. Il se trouve que c'est moi qui ai été désigné. Mais à côté de ça, à côté de cette démarche de terrain, on a deux logiques nationales et contre lesquelles c'est très difficile de lutter, puisqu'on a la logique qui répond aux exigences de Jean-Luc Mélenchon et la logique qui répond à un accord entre Place Publique et le Parti Socialiste. Et la logique de battre le RN, elle n'est pas supérieure à ces deux logiques-là, à ces trois logiques-là? Mais bien sûr, vous avez raison. Nous, c'est pour ça qu'on a mené les discussions, malgré la primaire, on a continué à mener les discussions et avec Agnès Langevin et avec Michaël Idrac, on a continué. Et encore cette semaine, on a mené des discussions qui se sont avérées négatives parce que chacun, que ce soit Agnès Langevin ou que ce soit Michaël Idrac, refuse de sortir de ces logiques nationales et ils répondent à ces intérêts nationaux qui n'intéressent pas les Perpignanais. Parmi les priorités des Perpignanais, il y a la sécurité. Et malgré une police municipale particulièrement bien dotée, les chiffres de l'insécurité ne sont pas bons. Vous, maire de Perpignan, que pouvez-vous faire pour que les Perpignanais et les Perpignanaises retrouvent un sentiment de tranquillité? Cette question de la sécurité, elle est primordiale. C'est la première des libertés, c'est la sécurité. Donc le maire, même si il faut rappeler tout de suite que la sécurité, c'est une compétence régalienne. C'est-à-dire que c'est l'État qui est compétent en matière de sécurité. Les moyens de la police, notamment ici à Perpignan, on le voit, ils sont en sous-effectif, même si le préfet a annoncé qu'il allait avoir un renfort de 80 personnels. Le commissariat est dans un état qui est assez catastrophique. Donc la police nationale, elle est en souffrance. Donc la tentation, effectivement, pour un maire, c'est de venir se substituer un petit peu aux questions, à venir substituer la police nationale sur ces questions de sécurité. La difficulté, c'est que il faut que chacun reste dans sa zone de compétence. Et la compétence de la police municipale, et c'est particulièrement important ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit vraiment réorienter sa mission sur une mission sur la police de proximité. C'est-à-dire qu'elle est là pour lutter pour la tranquillité des habitants. On ne peut pas s'attaquer au trafic de stupéfiants comme le ferait la police nationale. Donc ce que doit faire la police municipale, c'est être au cœur des quartiers et ce qu'on propose, nous, c'est qu'un véritable îlotage avec une véritable présence au sein des quartiers. On voit beaucoup la police municipale dans le centre-ville de Perpignan, très clairement, et pas suffisamment dans les quartiers. Ils passent et ils s'en vont. Il faut vraiment qu'ils y soient présents de manière importante. Ça, c'est une des priorités. D'ailleurs, c'est la priorité contre le narcotrafic, c'est ce qu'a pointé du doigt le procureur de la République. C'est aussi la priorité du préfet. On est dans une zone qui, évidemment, est soumise à cette question-là. Mais la police municipale ne peut pas, encore une fois, se substituer à la police nationale. Il doit y avoir une coopération, c'est très important qu'il y ait une coopération, avec des éducateurs de rue aussi. C'est important aussi d'ajouter ce volet préventif, c'est fondamental. Et je crois qu'il faut vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est police de proximité. Donc là, je vois quand même que vous avez des points de convergence avec la France Insoumise et sa police de proximité, également avec Agnès Langevin, qui, elle, de son côté, veut des éducateurs de rue. Là-dessus, vous êtes un peu sur la même ligne de convergence par rapport à la police municipale. Lui, Bruno Dugarret, lui, veut des caméras, notamment gérées par IA. Votre position là-dessus, sur les caméras? Sur la question des caméras, et j'allais dire sur la question des moyens alloués à la police municipale. Je crois qu'il faut... Alors tout ça coûte très cher, il faut quand même le savoir. C'est-à-dire que c'est un budget, les dépenses de fonctionnement ont explosé, en grande partie parce que Louis Alliot a décidé d'embaucher tout un tas de policiers municipaux. Avec une efficacité tout à fait modérée. Et cette efficacité, si vous voulez, le nombre de policiers municipaux, ça ne sert à rien d'en avoir. Il en annonce 50 supplémentaires. Moi, je considère que ça ne sert à rien si c'est pour continuer à leur donner une mission qu'ils ont du mal à remplir. Quand vous courez après les dealers de rue, que vous les ramenez au commissariat et qu'au commissariat, les procédures, parce qu'il y a un manque de moyens, ne sont pas faites, ou qu'au tribunal judiciaire de Perpignan, les procédures ne sont pas menées parce qu'il y a un manque de moyens aussi, finalement tout ça ne sert à rien. Donc il faut vraiment réorienter vers la proximité. Donc c'est normal qu'on trouve des points de convergence avec les autres candidats. Sur la question des caméras, et sans éluder votre question sur pour moi, il faut fonctionner à coût constant. C'est-à-dire qu'il faut que le budget reste constant, il n'est pas question d'augmenter, il faut simplement être plus efficace. Et sur la question des caméras, moi je ne pense pas qu'il en faille plus. Je pense simplement qu'il faut faire un audit pour savoir si elles sont vraiment bien utilisées, parce que pareil, quand vous avez l'image, il faut pouvoir la traiter. Je ne sais pas si vous avez un jour été confronté au dépôt de plainte à Perpignan, vous déposez plainte.
dans un cas sur deux, la vidéo est inexploitable, soit parce que la caméra est mauvais soit parce que ça a mal filmé, soit parce que c'est vamp, soit parce que les 15 jours d'exploitation des caméras sont passés. Donc tout ça fait que ça soit en matière judiciaire, c'est-à-dire pour la résolution des infractions, enfin pour trouver un auteur à l'infraction ou pour même la dissuasion, je suis assez sceptique. Donc il faut vraiment établir un plan, faire un audit pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et cibler, parce qu'encore une fois, c'est l'argent public, et donc il faut quand même que ça soit utilisé de manière le plus efficacement possible, en tout cas. Mathias Blanc, les violences sexistes et sexuelles sont un vrai fléau de notre société, y compris à Perpignan, et les villes peuvent agir concrètement sur ce sujet. Avez-vous des propositions sur ce point, et quelles sont-elles ? Là aussi, j'ai vu les chiffres qui ont été donnés par le procureur de la République lors de la rentrée solennelle, c'est en gros 4 conflits par jour, c'est-à-dire en gros 1600, je crois, affaires par an sur 2025 qui concernent des violences intrafamiliales. Donc c'est un contentieux et un fait de société très important. Donc il faut aussi que la municipalité prenne sa part dans la lutte contre les violences intrafamiliales. Il faut travailler avec les associations. Il y a déjà tout un tissu associatif qui œuvre contre les violences intrafamiliales. Il faut s'appuyer sur ces associations. France Victime, par exemple, travaille avec des associations qui mettent en place des bracelets ou des boutons qui permettent, quand vous appuyez dessus, ça alerte une personne. C'est pas le téléphone grave danger. Mais ça existe déjà, les bracelets. Voilà, ouais. C'est un mécanisme qui existe déjà. Et donc, il faut soutenir ces associations pour qu'elles aient des moyens. Donc, je pense que ça, c'est pas important. Le cas aujourd'hui ? Pas suffisamment, en tout cas. Je crois que la lutte contre les violences intrafamiliales, c'est une perpétuelle remise en cause. Il y a toujours des choses à faire. Il faut toujours améliorer les coopérations entre les services de police, de gendarmerie, entre l'institution judiciaire, et puis aussi avec ces associations. Donc ça, c'est fondamental. Et puis, j'entendais le préfet, et je pense qu'il faut répondre à cette demande. On a besoin de lieux refuges. C'est le lieu refuge pour les victimes, et puis c'est le lieu, c'est pas un lieu refuge, mais en tout cas, c'est la mise à disposition d'un certain nombre d'appartements ou de logements pour les auteurs, parce que c'est souvent la double peine. C'est-à-dire qu'on a des victimes de violences qui sont victimes de ces violences et qui en plus doivent quitter leur logement. Donc la demande qui est faite par le préfet, je pense qu'il faut l'entendre, et la municipalité, dans ce cadre-là, peut jouer un rôle aussi. Louis Alliot, d'ailleurs, concernant les auteurs, lui, il disait que leur place était en prison. Le procureur, lui, sollicite des lieux, justement, de mise à disposition pour écarter le conjoint violent. Vous êtes pour mettre à disposition des locaux, justement, pour que ces conjoints violents puissent être écartés du domicile. C'est bien ça que j'entends ? Oui, alors c'est pas une fleur qui est faite aux conjoints violents. C'est simplement, parce qu'effectivement, 80% des violences intrafamiliales concernent des femmes. C'est pas une fleur du tout qui est faite au conjoint violent. C'est simplement dire que justement pour protéger la victime et pour éviter de lui faire subir une double peine, c'est-à-dire non seulement vous êtes victime, mais en plus il faut que vous quittiez votre logement, ce qui est parfois obligatoire. Il y a certaines situations évidemment où c'est obligatoire. Mais là, c'est de dire, on va, entre guillemets, mettre hors d'état de nuire, entre guillemets, ou écarter le conjoint ou l'auteur fautif, de manière à permettre à la victime, elle, de rester dans son appartement, qu'on soit bien clair. J'ai regardé votre programme sur l'écologie, et sur le papier, il semble vraiment ambitieux pour adapter Perpignan au changement climatique et particulièrement à la chaleur. Pourriez-vous nous donner quelques exemples concrets de mesures pour adapter Perpignan au climat de 2032, puisque c'est la fin du mandat ? 2032, alors déjà qu'en 2026, 2025, on a rencontré des chaleurs, enfin 2025 ça a été catastrophique. Je pense notamment, le premier exemple qui me vient, c'est les écoles. On a vu en début d'été, je crois que c'était au mois de juin me semble-t-il, à la fin du mois de juin, des chaleurs insupportables pour nos enfants dans les écoles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Quand on est un élu responsable, on ne peut pas dire « je me contente de mettre des ventilateurs ». Non, il y a vraiment des mesures fortes à prendre. L'une des premières mesures, et qui paraît être une évidence, c'est s'attaquer, en tout cas, faire un audit du bâti scolaire pour savoir où on en est. Parce que les enfants ont chaud en été, ils ont froid en hiver, donc ça, c'est pas possible. Il faut véritablement il faut qu'il y ait un grand plan Marshall de la rénovation des écoles. Ça, c'est vraiment le premier point. Donc, première mesure, c'est celle-ci. Deuxième mesure, ensuite, c'est dans l'espace, dans l'espace urbain, c'est replanter des arbres. Alors, il y a un certain nombre d'arbres là qui sont tombés avec la tempête.
il faut absolument qu'on puisse cheminer dans Perpignan à l'ombre quasiment tout le temps. Ça, aujourd'hui, c'est devenu une mesure qui est très importante. On prévoit, nous, en ce qui nous concerne, 20 000 arbres, c'est-à-dire sur le mandat, c'est-à-dire 10 arbres par jour, ce qui est tout à fait possible. Ces investissements s'accordent-ils avec une baisse de dotation des finances qui sont particulièrement dégradées à Perpignan? Avez-vous prévu une hausse d'impôts pour financer ce programme, notamment écologique? Alors, le problème des impôts à Perpignan, c'est qu'ils sont déjà très hauts. C'est-à-dire qu'on a une taxe foncière qui est déjà très haute, on a une CFE, c'est-à-dire la cotisation foncière des entreprises, qui est aussi assez élevée, une des plus élevées en France. Donc, c'est vrai que la marge de manœuvre du point de vue ressources à ce niveau-là, elle est quand même limitée. Et ça donc comment faire? Donc ça veut dire, mais oui, donc ça veut dire que, et en plus, on a des finances de la ville qu'on va retrouver dans un état assez incertain, puisque les dépenses de fonctionnement ont explosé sous la mandature de Louis Alliot. Donc c'est vrai que là, les marges de manœuvre vont être réduites. Il va falloir faire des choix. Mais la politique, c'est ça, c'est des choix. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la sécurité, c'est absolument important. Et on va traiter la question de la sécurité, mais en recherchant toujours l'efficacité. Et on va axer, on préfère aussi dire on va dédier un certain nombre de fonds publics à la rénovation des écoles, et sans faire l'impasse sur la sécurité, mais essayer d'avoir l'efficacité. Notre action municipale, de toute façon, nous on la veut, on a un triptyque, on veut qu'elle réponde à 3 exigences. La proximité, l'efficacité, la probité. La proximité, c'est vrai que Louis Alliot a été un maire absent, et il faut absolument qu'on puisse être une équipe sur le terrain. Ça, c'est très important. De l'efficacité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de rajouter des policiers municipaux sans jamais s'interroger sur la doctrine de la police municipale. Il faut absolument voir, et ça c'est dans chaque champ de l'action municipale, donc de l'efficacité. Et là, on a une équipe vraiment à Perpignan Autrement qui est prête à travailler avec des compétences, etc. Et ensuite la probité. Et là, bon, je renvoie à ce qui se passe actuellement du côté de la Cour d'appel de Paris. Depuis plusieurs mois, nous travaillons avec des jeunes et ils découvrent le journalisme dans notre rédaction. Dans ce cadre-là, certains ont souhaité poser des questions aux candidats et pour vous, c'est Jérémy qui se lance. Voilà la tablette et la question de Jérémy, ici, hop. Bonjour, je m'appelle Jérémy Farcaden, j'ai 22 ans. Pensez-vous que l'avenir à Perpignan, c'est les écoquartiers ? Alors les écoquartiers, ça c'est une question qu'on a travaillé avec l'équipe, on a des spécialistes de l'écologie dans notre équipe. Donc les écoquartiers, effectivement c'est un projet qu'il faut analyser globalement. Là aussi, ça demande du portage politique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment une volonté politique pour aller vers ces écoquartiers. Actuellement, on n'en a pas du tout d'écoquartiers à Perpignan. Je n'en connais pas en tout cas, okay, si vous en connaissez. Vous avez des exemples de villes sur lesquelles on pourrait se baser? Toutes les villes du nord de l'Europe ont souvent beaucoup de villes ont des écoquartiers parce que c'est dans leurs préoccupations, elles sont en avance sur ce que nous on a pu faire. Donc effectivement, il faut travailler à ces écoquartiers. Je pense qu'il faut qu'il y ait des expérimentations, il faut des moyens, il faut un portage politique sur ça. Donc je crois que c'est possible. C'est vrai que parfois, quand on parle d'écologie, à Perpignan, on peut avoir l'impression que ce n'est pas forcément la première des préoccupations. Et pourtant, face aux chaleurs qu'on a, je crois que ça doit devenir une des préoccupations majeures pour l'ensemble des Perpignanaises et des Perpignanais. Donc oui, alors il faudra déterminer où, il faut se lancer là-dedans. Et si Jérémy a des idées, je l'invite à nous rejoindre. Passons à l'économie maintenant. Perpignan, on le sait, est l'une des villes les plus pauvres de France. Plus d'un tiers de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté. Que pouvez-vous faire pour sortir de ce triste record? Vous l'avez rappelé, Maïté, c'est vrai qu'il y a cette pauvreté, il y a ce chômage qui touche tout particulièrement les jeunes. Donc, il faut d'abord, je pense, pour que l'économie aille mieux, puisque c'est ça dont il s'agit, que l'emploi puisse se développer, il faut donner les conditions pour que l'activité économique puisse se faire de manière optimale. Et là, le maire et son équipe ont un certain nombre de leviers. Il faut d'abord qu'il y ait de la confiance, parce que sans confiance, il n'y a pas d'économie possible. Et donc là, c'est arriver à rediscuter avec l'ensemble des partenaires privés, publics, pour essayer de retisser cette confiance. Il faut travailler en synergie, parce que la compétence économique, elle appartient à la communauté urbaine, donc il faut travailler avec les collectivités territoriales, avec l'État, avec l'Europe. Il faut savoir monter, il faut faire de l'ingénierie financière pour aller chercher des financements sur tout un tas de projets. Ça n'est pas fait aujourd'hui ? C'est pas suffisamment fait. C'est pas suffisamment fait. La ville ne monte pas suffisamment de projets. Je l'ai vu quand j'étais au conseil départemental. Les cofinancements qui auraient pu être apportés par le conseil départemental
ils auraient pu être là, mais encore faut-il qu'il y ait des projets. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de dossier. S'il n'y a pas de dossier, il n'y a pas d'argent qui peut être libéré par les cofinanceurs. Donc ça, il faut le faire. Il faut aider les entreprises. La mairie doit être le premier allié de l'entrepreneur sur la ville. Il faut qu'on lui facilite le travail. Et puis à côté de ça, évidemment, il y a tout un tas de choses qui peuvent être mises en place. Nous, l'un des projets importants que l'on veut, c'est, à l'image de Technosud au sud de la ville, on voudrait faire un technocentre pour essayer de faire venir un certain nombre d'entreprises au cœur de ville. On veut aussi, par exemple, vraiment favoriser l'économie sociale et solidaire, pour qu'il y ait vraiment une vitrine de l'économie sociale et solidaire. Vous savez que c'est avec les associations, les entreprises qui sont dans le champ de l'économie sociale et solidaire représentent une part très importante. Vous pourriez me donner un exemple ? Alors par exemple, vous avez la Scope Perspective qui, je crois, Perspective, je ne me trompe pas de nom, qui est, il me semble, à Technosud et qui va déménager à Toulouse, je crois. C'est une Scope qui permet, si vous voulez, j'allais dire mettre le pied à l'étrier à un certain nombre d'entrepreneurs qui ont une activité et qui ne sont pas forcément à l'aise avec la gestion, etc., mais qui va les aider. Et ça pourrait correspondre à tout un tas de profils qu'on a dans le département, où on a des gens qui ont du savoir-faire, de la bonne volonté, mais qui ont besoin d'être un petit peu aidés. Ça leur permet de passer ce cap de l'entrepreneuriat, et je pense que ça, c'est fondamental. Donc, il y a tout un tas. Il y a aussi, et c'est une initiative à laquelle je tiens particulièrement, vous savez, il y a une association qui porte l'initiative Territoire zéro chômeur de longue durée, qui pourrait, et qui, à mon avis, et je l'espère, va être mise en place au Vernet. L'allocation qui normalement est versée aux chômeurs vient, si vous voulez, financer la rémunération de la personne que l'on emploie dans le... Oui, mais elle est plus au chômage, du coup, la personne. Tout à fait. Ah, ok, on est d'accord. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a un emploi local. On a aussi, dans le même ordre d'idée, on a les régies de quartier. Les régies de quartier, elles ont été en partie abandonnées. Ça, je trouve que c'est dommage, parce qu'elles ont à la fois, on pourrait par exemple penser à ça sur les missions de propreté, qui est quand même c'était le cas déjà, les régies de quartier. Oui. Sur Saint-Jacques, c'était le cas. Exactement. Mais elles ont été un peu mises de côté, et je trouve que c'est dommage, parce que là aussi, on a à la fois une mission démocratique, puisque les habitants participent à ça. Il y a une mission, évidemment, économique, puisqu'on remplit c'est un certain nombre de missions, donc par exemple la question de la propreté, et puis il y a une mission sociale avec la question de l'emploi, etc. Les régies de quartier, je rappelle, c'est des habitants qui sont employés par la mairie pour nettoyer leur quartier, c'est ça ? Plus exactement, ce sont en général des associations qui regroupent des habitants, les collectivités et les bailleurs sociaux, le plus souvent c'est ça, et qui donc forment une association et qui mettent en place, qui répondent à des appels, etc., et qui répondent à ces activités économiques. D'accord. Vous parliez d'économie, donc effectivement vous l'avez rappelé, le développement économique est une compétence dévolue à la communauté urbaine. Si vous êtes élu maire de Perpignan, vous serez également candidat à la présidence de PMM, de Perpignan Méditerranée Métropole ? Concrètement, oui. Pourquoi ? Moi, vous savez, on est une équipe et je crois qu'il faut se dire les choses. Un maire seul, il ne peut pas tout. Par contre, il faut absolument que puisse être regroupé, parce qu'il y a il y a des compétences importantes à la communauté urbaine, donc il faut absolument que le maire puisse porter la mairie et les compétences de la communauté urbaine, parce que c'est vrai que sans ça, c'est plus difficile. Voilà, concrètement, c'est plus difficile. D'accord, je comprends. Effectivement, il y a aussi la compétence transport qui est dévolue à Perpignan Méditerranée Métropole, et là-dessus... les autres candidats ont des stratégies différentes. Michael Hydrac propose la gratuité, notamment du bus. Bruno Nougaret veut un réseau plus efficace. Et Agnès Langevin, elle veut des assises qui permettront de dégager des solutions. Vous, concrètement, concernant le transport, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, je pense, qu'il faut purger cette question du tramway, parce que c'est une question qui revient tout le temps. Ah oui, tout le temps, oui. Tout le temps. Ouais. Et je pense qu'il faut soumettre cette question-là. Et c'est pas possible, le tramway à Perpignan ? Je ne dis pas que c'est pas possible. Je dis juste que, à mon avis, il faut interroger les habitants sur ce qu'ils veulent. Le tramway, c'est un coût très important. C'est une gêne pendant un certain nombre de mois, d'années, pour le mettre en place. Mais après, c'est un service qui peut être hyper efficace. On le voit à Montpellier, c'est quelque chose qui est très agréable, qui permet de fluidifier les transports, etc. Bon, cette question-là, je pense qu'à un moment donné, il faut la trancher. Ça a été fait ailleurs, ça a été fait à Brest, par exemple. Bon, soumettre ça... Vous voulez un référendum, c'est ça ? Une sorte de référendum, une concertation citoyenne pour permettre
en ayant évidemment tout un tas d'expertise avant, que les citoyens soient informés comme il le faut, mais soumettre ça à leur voix pour qu'ils décident, une bonne fois pour toutes, ce qu'on fait avec le tramway ou pas. De toute façon, à Perpignan, il faut revoir tous les déplacements. C'est-à-dire que vous soyez piéton, à vélo, que vous soyez en voiture ou que vous soyez en bus, c'est tout le temps la galère. À pied, vous vous heurtez systématiquement à cette 2x2 voies qui traverse la ville. Quand vous êtes à vélo, vous êtes en danger quasiment tout le temps parce qu'il n'y a pas de voie dédiée. Et vous heurtez pareil aux voitures. Je vous défie de descendre l'avenue de la gare jusqu'à la place Catalogne. C'est une catastrophe. Enfin, on est en danger à tous les croisements. En bus, c'est systématiquement embouteillé. Et en voiture, problème de parking, problème d'embouteillage, etc. Donc il faut tout revoir. Concrètement, il faut tout revoir. Il faut enfin que Perpignan s'inscrive dans une ville moderne. Donc, les solutions, c'est évidemment bus à haut niveau de service avec des voies dédiées. Il faut que le bus, sur un parcours déterminé, il n'y ait pas d'embouteillage pour lui. Donc, ça, c'est un impératif. Donc, effectivement, ce sont des choix qu'il faut courageux parce que ça veut dire que vous réduisez la place de la voiture, mais il faut laisser aux automobilistes la possibilité d'avoir des parkings relais, de prendre le bus, et vous verrez que pour tout le monde, ça sera beaucoup plus agréable. Les pistes cyclables, il faut y aller à fond. Franchement, il faut y aller à fond. On est une ville où il fait tout le temps beau. Moi, je suis cycliste, c'est pas possible qu'il y ait... Aujourd'hui, il y a beaucoup de pistes cyclables. Il y a beaucoup de pistes cyclables qui sont dites pistes cyclables, mais il y a beaucoup de pistes cyclables qui sont partagées. Et quand on a un bus, une voiture sur la même voie et que vous arrivez en face, qu'il y a les portières qui s'ouvrent, que vous avez... Enfin, c'est très très dangereux. Après, il y a certaines pistes où il y a des efforts qui ont été faits, mais globalement, c'est quand même compliqué. Donc, bus à haut niveau de service, c'est très important. Des pistes cyclables, ça, c'est vraiment la base, avec vraiment une priorité laissée aux vélos et aux piétons pour que ça puisse cheminer. Il faut fluidifier. Et je crois que tout le monde sera content. Ça permet de relier les quartiers entre eux. Ça, c'est fondamental pour nous. Nous, l'un des points fondamentaux, c'est d'arrêter de penser Perpignan de manière juste autour du centre-ville. Non, Perpignan, ce sont tout un tas de quartiers, il faut arriver à les relier entre eux. Le transport est un moyen de relier les quartiers entre eux. Perpignan, vous savez, c'est une ville qui est divisée. Il y a des murs qui ont été montés par Jean-Marc Pujol, par Louis Alliot à travers leur politique. Ces murs-là, il faut vraiment qu'ils tombent. Il y a vraiment un décloisonnement de la ville à avoir. Qu'est-ce que vous entendez par des murs qui ont été montés ? C'est-à-dire que quand aujourd'hui, vous allez dans des quartiers de Perpignan, vous vous demandez s'ils sont vraiment intégrés dans Perpignan. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Il y a une considération vraiment à apporter à l'ensemble des Perpignanais. Je m'explique. Ces murs, quand je dis ces murs, ce sont des murs qui sont géographiques. Voilà, oui, bien sûr, ce sont des murs géographiques. Okay. Il y a une stigmatisation d'un certain nombre de communautés. Louis Alliot a tapé sur les SDF, il a tapé sur les consommateurs de drogue. Tout ça, ça crée finalement un certain nombre de cloisons entre les gens, un certain nombre de cloisons entre les quartiers. Et tout ça, à un moment donné, il faut retrouver de la cohésion sociale. Et je pense que toutes les mesures que l'on a pensées, elles s'inscrivent dans cette idée du décloisonnement. Le transport en est une, les maisons de quartier qu'on veut beaucoup plus vivantes et beaucoup plus porteuses de projets, de services publics, de points sécurité, de points sociaux, etc. Tout ça fait que ça doit faire du lien. Il faut absolument que les Perpignanais arrivent à se reparler. L'exemple type, ces grandes parades contre lesquelles je n'ai rien dans l'absolu. On parle des grandes parades de Noël, etc. Vous avez tout un tas de personnes qui se réunissent à un même endroit, qui regardent la même chose, qui repartent, et elles ne se sont pas parlé. Et ça, c'est à mon avis une catastrophe en termes de lien social et de cohésion sociale. Comment voulez-vous faire du coup pour qu'ils se parlent concrètement en fait ? C'est les maisons de quartier qui vont faire ça ? Il faut que les quartiers puissent, déjà, il faut qu'il y ait une circulation qui se fasse entre tout ça, une circulation géographique, une circulation des idées, une circulation des savoirs, des talents aussi. Mais concrètement, je n'arrive pas à comprendre, excusez-moi, mais j'arrive pas à comprendre comment une maison de quartier à Saint-Asiscle va pouvoir parler à une maison de quartier au Moulin à Vent. C'est quoi ? C'est une plateforme ? C'est des mails ? C'est des rencontres ? C'est pas ça, c'est que dans ces maisons de quartier, vous avez tout un tas de services qui sont rendus. Les services, c'est une décentralisation d'un certain nombre d'associations, de services publics de la mairie, etc. Donc ça décentralise, si vous voulez, l'activité. Donc les quartiers sont touchés. Et à contrario, vous avez l'activité des quartiers qui doit revenir aussi vers les centres-villes. On a par exemple, on voudrait un événement culturel important. Ça serait de se dire,
il y a un événement majeur qui concerne chaque quartier, et chaque quartier, ça pourrait être une sorte de grand festival, où chaque quartier vient présenter je sais pas moi, ce qu'il a créé pendant l'année, et qui viennent le présenter à un moment donné au centre-ville. Donc il faut vraiment qu'il y ait ces rencontres-là à tout niveau. C'est vraiment fondamental pour nous. Justement, vous parlez de culture. Quelles sont vos idées au-delà de ce festival des quartiers ou des idées des quartiers? Quelles sont les idées pour faire que la culture pour tous à Perpignan? Voilà, déjà vous l'avez dit, c'est la culture pour tous. On peut pas l'archipel, c'est très bien, évidemment, il faut le conserver, mais c'est de la culture pour tous. Et on veut justement laisser une grande place à la culture des quartiers. Il faut vraiment que ça soit une culture pour tous. Donc je vais vous parler de ça. Il y a aussi l'ensemble des associations, parce que c'est pareil. Perpignan a un peu été mise sous cloche, elle est endormie. Les associations, elles sont là. Simplement, il faut les soutenir de manière à ce qu'elles puissent retrouver toute leur vitalité et qu'elles puissent rayonner, quoi. Non, j'emploierais pas ce terme-là. Mais en tout cas, mais qu'elles puissent vraiment jouer leur rôle à fond. Et en termes de culture pour tous, elles ont évidemment un rôle fondamental. Il y a plein d'associations, il y a des petits théâtres partout. Mais simplement, il faut leur redonner la visibilité à laquelle ils ont droit. On parlait de la culture, donc la culture doit-elle aussi être catalane à votre avis? Alors, on va parler de la catalanité de Perpignan en fait. Je pense que plus que la culture, quand on parle de catalanité, à mon avis, il faut parler d'identité. Louis Alliot a rendu un petit peu, enfin pas un petit peu, il cherche à invisibiliser la catalanité de la ville. Je crois qu'il faut revenir sur ça. Il faut être fier de cette histoire, il faut être fier de cette identité-là. Parce que là aussi... En faisant comment? Alors, concrètement, ça peut passer... la question de Perpignan-la-Catalane, je pense qu'elle doit être soumise aussi. Il faut en discuter avec un référendum, des choses comme ça. On peut faire de la concertation citoyenne là-dessus et de la participation citoyenne qui peut se faire là-dessus. Parce qu'il y a aussi une question de coût. Parce que quand vous changez un ensemble de signalétiques et de panneaux, ça coûte aussi de l'argent. Mais je crois qu'il faut en tout cas être fier de cette identité catalane. Là aussi, la porter, ça passe aussi par la manière qu'on a de présenter nos parcours touristiques, etc. Enfin, de faire la double signalisation en français et en catalan. C'est prendre toute sa part. Il faut que la mairie prenne toute sa part, la municipalité prenne toute sa part dans l'OPLC, l'Office public de langue catalane. Voilà. Qui est aujourd'hui géré uniquement par le département et la région. Voilà, et donc il faut que la ville prenne toute sa place dans cet office-là. Je crois que ça peut être aussi l'identité catalane, c'est ce vers quoi on peut tous se retrouver. Enfin, c'est quelque chose qui... les Perpignanais peuvent tous se retrouver dans l'identité catalane, quel que soit qui serait originaire d'Alsace, qui viendrait s'installer à Perpignan. Je pense que oui. Moi, je pense ça. Je pense ça quand vous arrivez d'une autre région de France ou que vous avez une confession différente. Je pense que vous pouvez vous retrouver dans cette catalanité. Moi, ma mère était allemande, mon père était provençal. Alors moi, je suis né ici, je suis né à Céré, mais cette identité, elle permet de se définir. Et vous le voyez quand vous partez du département. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, pour mes études, je suis parti du département. On m'appelait le catalan. Voilà. Et c'est vrai que je pense que tout le monde peut se rattacher à ça. Alors, à différents degrés, tout le monde ne parle pas catalan, etc. Mais en tout cas, je pense que ça peut être un signe de... Enfin, tout le monde peut se rattacher à cette identité et c'est du lien social. Et pour moi, je pense que c'est quelque chose d'important qu'il faut cultiver vraiment. Il ne faut pas que la catalanité soit qu'un folklore. Voilà. Et ça, vraiment, Louis Alliot... cantonne la catalanité à une espèce de folklore, ça, non, c'est pas acceptable. Votre programme met l'accent sur un sport plus accessible. Qu'entendez-vous par là? Concrètement, ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que vous entendez? Enfin, quelle est votre idée du sport, d'une mairie qui encourage au sport, etc. Un peu comme la culture, le sport, c'est un sport pour tous. Évidemment, il faut garder les vitrines, entre guillemets, que sont l'USAP, que sont les Dragons catalans, bien entendu, parce que c'est important. Mais à côté de ça, il y a ce sport amateur, il y a tous ces licenciés dans différents sports qu'il faut encourager, ces associations, ces bénévoles aussi qu'il faut encourager. Et là aussi, il y a trop d'inégalités, enfin en tout cas, c'est géré de manière
trop disparate pour être efficace. Je crois qu'il faut vraiment là On parle aussi de subventions là, c'est ça? on parle de subventions essentiellement. C'est vrai qu'il y a alors moi par exemple, j'ai quelque chose qui me tient à cœur, c'est la question du football. Je pense que le rugby a sa vitrine. Je pense que le football à Perpignan, qui concerne un très grand nombre de licenciés, à mon sens, doit être vraiment encouragé. Parce qu'il y a un certain nombre de licenciés, parce que là aussi, c'est du lien social. Je ne peux pas me résoudre, moi, à aller à Jean Lafont. Vous savez, moi, je suis né en 83, donc en 95-96, quand le PFC était proche de la montée en première division à l'époque, j'avais 12-13 ans. Je peux pas, et je voyais Jean Lafont plein, à craquer. Aujourd'hui, aller à Jean Lafont, ça fait peine, ça fait vraiment peine à voir. Ça, c'est quelque chose qui est inacceptable à Perpignan. C'est-à-dire que là, il faut remettre des moyens pour que le football puisse avoir lui aussi sa vitrine. Je ne dis pas qu'il faut un club. Donc il faut un nouveau stade. Je pense qu'il faut que Jean Lafont soit restauré, et qu'il ressemble à un vrai stade. Et je pense que toutes les associations toutes les associations sportives autour du foot doivent être encouragées. Je pense qu'il faut qu'il y ait aussi des terrains dans les quartiers de manière beaucoup plus nombreuse. Quand on est allé au Baléares, le terrain des Baléares a été refait, mais ça a mis trop longtemps. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Il faut que le sport se démocratise à Perpignan. Là aussi, c'est quelque chose qui apparaît fondamental. Même en matière de santé, le sport, c'est quelque chose qui est hyper important. Et on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont sédentaires. Je crois qu'il faut les amener à sortir et à se rediriger vers les terrains de sport. Je pense que c'est important. Il y a des villes comme Nice qui proposent des coulées vertes. Vous imaginez ce genre de choses qui pourrait être une coulée verte qui serait une bonne chose pour le sport, mais aussi pour l'écologie? Ce serait quelque chose d'envisageable à Perpignan? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est totalement farfelu comme idée? Est-ce qu'on peut l'imaginer? On peut l'imaginer, c'est comme les écoquartiers. C'est des choses qu'il faut porter il y a un portage politique important à avoir. Je crois que ça, c'est tout à fait possible. Pour moi, c'est une question de volonté. Tout est possible à Perpignan. Il faut rien s'interdire à Perpignan. Tout est possible. On a les ressources. Il faut le faire. Quand on veut le faire, on peut le faire. Après, c'est une question d'opportunité, c'est une question de budget, mais tout est possible. Vous n'êtes pas sans savoir que le 28 février prochain, Perpignan sera l'épicentre de deux visions très différentes pour la société. Qu'avez-vous prévu de faire le jour où se tiendront à Perpignan le meeting de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon et celui du patron du Rassemblement national, Jordan Bardella? Plutôt tractage ou balade à la plage? Je vous remercie pour la rime. Non, plus sérieusement, la difficulté, ce que ça traduit là, c'est qu'il y a une présidentialisation de l'élection municipale qui n'est pas acceptable. C'est-à-dire qu'en fait, là, les Perpignanais, ils sont en train de se faire voler leur élection. Alors évidemment, on est dans une ville de 100 000 habitants avec le RN à la tête de la ville. Mais n'empêche que quand Jean-Luc Mélenchon, quand Jordan Bardella et après quand Raphaël Glucksmann seront partis de Perpignan, les Perpignanais ils resteront avec leurs problèmes. Et il faudra bien quelqu'un pour les régler, les problèmes. Et ça sera ni Jordan Bardella, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Raphaël Glucksmann qui vont les régler. Donc ce seront les équipes du terrain. Et c'est pour ça que nous, on souhaite vraiment que les Perpignanais comprennent qu'on est une équipe, on est vraiment une équipe qui s'est construite du terrain, en dehors de ces logiques nationales, et qu'on est en train de travailler pour eux à des solutions concrètes. Et que quand tout ce beau monde sera parti, nous, on sera encore là sur le terrain à répondre à leurs préoccupations. Donc vous parlez de nationalisation, de présidentialisation exactement, mais vous-même, vous avez publié des vidéos de François Ruffin de Debout, de Clémentine Autain de l'Après, qui a appelé à voter pour vous. Est-ce que c'est nécessaire de faire absolument appel à ces figures nationales pour nationaliser le débat? Pourquoi avoir fait ça? Alors nous, si ça a été fait, je vous rappelle que ce sont des vidéos avec un impact carbone qui est beaucoup moins élevé quand même, parce que ça nous tient à cœur aussi. Non, nous, on va rester vraiment sur du local. Les soutiens qui ont été apportés l'ont été en vidéo. Voilà, donc on va s'en tenir là et on n'ira pas plus loin. Et nous, il est probable qu'on fasse quelque chose d'ailleurs le jour où toutes ces figures nationales viendront. On fera quelque chose, nous, de local. Une manifestation, quelque chose de ce style-là? Ok. Exactement. On arrive à la fin de cet entretien. Et moi, j'ai une question pour vous. J'ai une question que j'ai posée à tous les autres candidats, mais je voulais également vous entendre sur le sujet. Sincèrement, avec le cœur,
Pourquoi voulez-vous être maire de Perpignan? Bon. Écoutez, moi, très sincèrement, avec le cœur, je vais vous dire, la fonction de maire, c'est pas quelque chose qui, comment dire, je me rase pas tous les matins en me disant je vais être maire. Voilà. Pour autant, il y a, alors je vais être un peu personnel et j'aime pas le faire parce que c'est pas l'esprit de Perpignan autrement. Mais moi, à titre personnel, ce qui m'a toujours animé, c'est peut-être pas pour rien que je suis avocat aussi, c'est l'injustice. Et dans cette ville, il y a des injustices partout. C'est-à-dire que c'est quand vous allez vous balader dans les quartiers, vous la voyez, elle est criante, l'injustice. Et c'est terrible quand on est... Vous savez, quand vous êtes touché par cette injustice, physiquement, vous vous sentez physiquement touché par cette injustice, vous vous dites c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Donc le fait de se présenter à une élection municipale, c'est aussi répondre à ça. Il y a cette question du lien social, je crois qu'il n'y a rien de plus beau, et le mandat de maire a ça de magnifique, c'est-à-dire que vous agissez vraiment et vous voyez le résultat concret sur le terrain. Donc quand vous décidez de faire une manifestation qui va permettre de rapprocher des gens, quand vous donnez une subvention à la Casa musicale pour qu'il y ait des manifestations qui regroupent les gens, qui se fassent, et que vous le voyez, que vous le touchez du doigt, je pense que ça c'est hyper satisfaisant. Mais je veux revenir absolument au collectif parce que ce qui m'importe aussi, et c'est pour ça que l'élection municipale a ceci de particulier, c'est que c'est une élection, un scrutin de liste, où on est très nombreux, et vraiment, c'est le travail en équipe qui anime, et je crois que les Perpignanaises et les Perpignanais doivent se rendre compte qu'on est une équipe, qu'ils peuvent faire partie de cette équipe, et que vraiment, on va essayer, c'est notre projet, de décloisonner et d'apporter de la considération à chacune et chacun d'entre eux. Merci beaucoup Mathias Blanc d'avoir répondu à nos questions. Merci.